abandon par l'armée russe de la ville de Kherson. Première chose, comme d'habitude, cela ne changera pas le résultat final de la guerre. La Russie l'emportera, les fondamentaux n'ont pas changé, du point de vue de la puissance militaire russe, de la puissance économique qui est même au-dessus de ce qu'on pouvait imaginer. La Russie a en plus très peu de pertes, donc elle va l'emporter. Maintenant, il s'agit de comprendre pourquoi les Russes ont abandonné cette ville qu'ils auraient pu tenir s'ils avaient voulu et qui aurait pu servir de tête de pont pour une offensive vers Nikolaïev et vers Odessa, puisque je pense que ce conflit s'arrêtera lorsque les Russes auront mis la main sur Odessa. Couper la mer Noire de l'Ukraine, en fait, la rendra définitivement inintéressante pour Washington. Et encore une fois, ce conflit se réglera entre Washington et Moscou. L'Ukraine, les Ukrainiens, les Kieviens, Zelensky, tout ça, Macron et Scholz n'ont aucune influence sur le cours des négociations. On va le voir. Plusieurs remarques par rapport à cet abandon de la ville de Kherson. Tout d'abord, c'est pour moi un véritable changement de civilisation. J'en parlais avec un de mes amis, un Russe, qui faisait également cette remarque, c'est-à-dire que pour la première fois, pardonnez cette expression, le matériel humain, c'est-à-dire le soldat russe, est au centre des préoccupations. La Russie ne veut pas se permettre des dizaines de milliers de morts, comme ce qu'on voit du côté kievien. Moi, c'est quelque chose que j'avais observé lorsque j'ai travaillé jusqu'en 2014, notamment pour le complexe militaro-industriel, c'est-à-dire que j'avais pu discuter avec le commandant du GAP2. Donc le GAP2, c'est une structure au sein du ministère de la Défense russe qui décide de l'entretien et des nouveaux modèles de véhicules, et le général donc qui décidait du véhicule du futur, je l'interrogeais sur l'Armata, le futur char de bataille russe. Et je lui dis, mais comment ça vous est venu cette idée de faire une cellule blindée devant avec les trois servants du char, l'équipage de 3, ce qui fait qu'une tourelle téléopérée, ce qui fait que même si le char est détruit, l'équipage est sauvé. Et il m'avait dit ça, il m'avait dit, mais l'armée russe ne peut plus se permettre de perdre des dizaines, des centaines de milliers d'hommes, comme ça a été le cas pendant la Grande Guerre patriotique. Voilà. Donc ça, de toute manière, cette préoccupation de sauver à tout prix la vie du soldat russe, on l'a vu au moment de la contre-offensive ukrainienne dans la région d'Izium, et on l'a vu tout au long de ce conflit, et on le verra encore. Pour comprendre les décisions qui sont prises par l'état-major russe, c'est quelque chose que maintenant il faut avoir à l'idée, c'est-à-dire que là, c'est une priorité, c'est pour pas dire la priorité. Le deuxième chose, ça on l'avait déjà évoqué au moment de la contre-offensive dans l'Est, c'est que la Russie ne veut pas faire un Mariupol inversé, c'est-à-dire se partir dans un combat de forteresse, dans une ville, notamment où il y a encore des civils qui habitent, puisqu'il y a, je crois, 115 000 civils qui ont été évacués de Kherson, donc il doit en rester encore quelques dizaines de milliers qui peuvent encore être évacués. Et la Russie, contrairement à l'armée ukrainienne et surtout aux ukronazis à Mariupol, ne veut pas se barricader ou se cacher ou même risquer de faire tuer des gens qui sont désormais des citoyens russes et qui ont d'ailleurs été évacués, qui ont été logés dans de bonnes conditions du côté russe de la région de Kherson. Autre remarque que l'on peut faire, c'est que depuis le début, nous l'avons vu, les Russes font une autre guerre qui n'a jamais été faite, de conquérir un territoire de la taille de la France avec à l'origine seulement 120 000, 150 000 hommes, et aujourd'hui entre 500 et 600 000. Et donc ils font tout simplement une autre guerre qui vise à préserver la capacité de manœuvre à tout prix, et donc qui ne veut pas faire en fait une forteresse, comme je l'ai dit, dans la ville de Kherson. Donc ça, c'est, je dirais, des considérations globales, tactiques et stratégiques. La Russie aurait pu conserver Kherson, mais ça lui aurait immobilisé énormément de troupes, ça lui aurait coûté de grosses pertes humaines et matérielles, et surtout la logistique, c'est ce qu'explique Sorovikin, serait devenue de plus compliquée avec l'arrivée de l'hiver, le gel, puisque les ponts, les deux ponts qui permettent de passer sur la rive droite, sont bombardés en permanence par les Kieviens, donc la logistique est difficile, et surtout il y avait le risque que Kiev finisse par détruire le pont de Novaya Kharkovka, donc ce fameux barrage électrique dont on a déjà parlé, ce qui aurait provoqué la fin de l'approvisionnement du canal de Crimée Nord, donc qui ramène l'eau du Dniepr en Crimée, et puis une inondation de toute une partie des rives du Dniepr, et donc des difficultés d'approvisionnement tout au long de cette ligne. Ce qui est intéressant, c'est que cette décision a été prise
par le général Sourovikine. Donc désormais, contrairement aux autres décisions qui ont été très critiquées par les blogueurs, les correspondants de guerre, etc., maintenant, il y a un responsable qui prend la décision et qui assume la responsabilité. Et ce qui fait que c'est beaucoup mieux passé, alors que c'est quand même bien plus grave que d'abandonner Krasny Liman ou Izium. C'est beaucoup mieux passé parce que ça a été dit en plus en présence du ministère de la Défense, Sergei Shoigu, qui a donné son aval. Et ceux qui avaient critiqué la défense de Krasny Liman, Ramzan Kadyrov, le chef de Wagner, Prigogine, et d'autres correspondants de guerre, ont tous approuvé cette décision en disant que c'était ce qu'il y avait de plus raisonnable. Donc ça veut dire qu'au sein de la société russe, on commence à comprendre comment fonctionne la guerre. Et qu'il y a des moments, c'est bien de défendre des symboles, mais il vaut mieux préserver l'outil militaire, il vaut mieux préserver les vies pour pouvoir gagner la guerre. Le but, c'est de détruire l'armée adverse et de la déstabiliser, pour la pousser en fait à la défaite. Et c'est ce que veut faire l'armée russe. Une autre raison aussi, c'est que je pense, comme je l'ai dit, que la réserve n'est pas encore totalement prête et qu'il faudra un bon mois encore pour qu'elle soit prête, au moins on va dire à 80%. Hein, il reste encore 239 000 mobilisés à former et à injecter dans l'armée actuellement au combat. Quelles conséquences ça a maintenant du point de vue stratégique? Alors, pour Kiev, il faut le reconnaître, c'est une victoire politique et stratégique. Victoire politique parce que, comme je l'avais dit jusqu'à présent, tout ce qu'ils avaient récupéré, c'est Izium, 45 000 habitants. D'ailleurs, aujourd'hui, il n'y a quasiment plus y aura personne qui y habite. Et Krasny Liman, c'était certes un nœud ferroviaire important, mais 15 000 habitants. Et surtout, les troupes otano-kieviennes ont été bloquées depuis et visiblement ne pourront pas percer jusqu'à Krémeno et encore moins jusqu'à Lysychansk et Severodonetsk. Donc là, c'est une vraie victoire, d'autant plus que c'était la pointe d'effort principale. Hein, je l'ai dit depuis le début, notamment quand j'ai fait cette vidéo sur la débâcle ukrainienne à Kherson, ça devait être fin août. Et en fait, Kiev a subi des débâcles dans cette région jusqu'à hier en fait. C'est-à-dire qu'hier matin, Kiev avait encore lancé une offensive. Là, il y avait quand même 3 groupes tactiques, donc ça fait entre 1800 et 2000 hommes, et donc ces 3 groupes tactiques ont attaqué dans la région de Kherson et ont été détruits. Mais malgré tout, les Russes ont décidé d'abandonner la ville de Kherson. Donc finalement, on est dans une situation assez semblable à celle de l'évacuation des troupes russes du nord de Kiev en début avril, ou du nord de Kharkov au mois de septembre, hein, puisque autant à l'est il y avait eu une offensive ukrainienne, autant au nord il n'y avait pas d'offensive, et l'armée russe s'est quand même repliée. Donc voilà, donc c'est une victoire politique, et c'est une victoire stratégique parce que, contrairement à ce que j'espérais, les Russes ne pourront pas utiliser cette tête de pont dans la rive droite du Dniepr pour prendre d'assaut Nikolaïev et Odessa. Et ça veut dire que si les Russes veulent attaquer par cette direction, mais je ne pense pas que ce soit le plan, ils devront de nouveau franchir le Dniepr. Et ça, c'est extrêmement compliqué. L'armée rouge l'a fait durant le deuxième semestre 1943 contre l'armée allemande. Il devait y avoir 1,5 million d'hommes à vérifier côté soviétique et un peu moins d'1 million côté allemand. Et ça a coûté entre 400 et 900 000 morts côté russe et des centaines de milliers côté allemand. Donc c'était pas la même taille pour les armées, mais c'était reprendre une tête de pont sur la rive droite du Dniepr, ça sera extrêmement compliqué, mais encore une fois, on va y revenir, je pense pas que ce soit vraiment au programme pour les Russes. Quelques interrogations vis-à-vis de cet abandon de la ville de Kherson. Bon, la première chose, je vous l'ai dit, c'est que, en fait, ça intervient après plus de 2 mois d'extermination régulière des forces ukrainiennes, otano-kieviennes, plus exactement, sur toute cette ligne de front. Donc pourquoi abandonner une ville qui est bien défendue et qui fait s'écraser la défense ukrainienne dessus? Bon, je pense que j'ai donné les raisons. Les Russes voient à moyen terme et ne veulent pas prendre de risques du point de vue de l'outil humain et militaire. Ça, c'en est une autre chose. Une des raisons aussi qui a été évoquée, c'est que les Russes auraient fait ça pour démarrer des négociations. Moi, honnêtement, je n'y crois pas. Ça a été évoqué donc avant, bien sûr, la décision
russes d'abandonner Kherson. Ça a été évoqué dans le Wall Street Journal, qui a dit qu'il y avait des communications entre le conseiller de Trump, Sullivan, et le conseiller de Poutine, Patrouchev. Et ce qui ne m'étonne pas, Sullivan a confirmé en disant qu'il y avait des connexions en permanence pour éviter l'ascension, la montée aux extrêmes du point de vue nucléaire. Ce qui veut dire d'ailleurs que la stratégie russe de porter le risque de bombes sales nucléaires jusqu'au plus haut niveau, de porter ça jusqu'au Conseil de sécurité de l'ONU, a fonctionné. Visiblement, les ardeurs kieviennes d'utiliser ce genre d'armes ont été rabaissées. Donc ça, c'est plutôt une bonne solution. D'un autre côté, la diplomatie russe a dit qu'il n'y avait pas de discussion avec Washington au sujet de l'Ukraine. Bon, cela dit, c'est la diplomatie russe. Contrairement à la diplomatie macronienne, on communique pas en direct aux journalistes ce qu'on est en train de faire. Comme je l'ai dit, ce conflit, cette guerre entre l'OTAN et la Russie, se terminera par une négociation entre les deux chefs, c'est-à-dire Moscou et Washington. Et de toute manière, pour l'instant, Washington, c'est plutôt une bonne opération pour eux, parce que ça a mis à genoux l'économie européenne, ça a détruit l'euro qui est en train de devenir une monnaie de réserve, et c'est en train de détruire l'industrie allemande qui est en fait l'industrie européenne. Donc voilà, Washington a déjà, quoi qu'il arrive, a déjà en partie gagné, pas contre la Russie, mais contre l'Union européenne. Donc voilà, je pense qu'il y a effectivement des contacts permanents entre Moscou et Washington, mais je pense pas que tout ça ce soit dans le cadre de début de négociations. J'ai même plutôt l'impression que c'est l'inverse, puisque Vladimir Poutine, et on en a encore parlé aujourd'hui dans les médias russes, a mis en place un conseil de coordination pour passer, je dirais pas une économie de guerre, parce que malgré tout, les ressources qui sont données dans cette guerre contre l'OTAN sont relativement limitées, et on a mobilisé que 300 000 sur, 25 ou 28 millions de Russes mobilisables. Donc c'est pas grand-chose. Donc cela dit, il y a tout un système de coordination pour permettre à l'armée d'être dotée de tout ce dont elle a besoin du point de vue de l'équipement, de réparation des chars, etc. Il y a tout un système qui est réorganisé un peu sur ce qu'on avait vu pour la Deuxième Guerre mondiale. Et ça, même le fait même que ça existe, ça fait plaisir aux Russes, ça les rassure. Et surtout, Vladimir Poutine a confié ça au Premier ministre Mishustin. Et c'est pas Elisabeth Borne. Je peux vous dire qu'avec Mishustin, ça va fonctionner et que ça va marcher. Donc voilà, je ne crois pas qu'il y ait des négociations en cours. La deuxième chose aussi qui m'a surpris, c'est que contrairement donc à ce qui s'était passé au nord de Kiev en avril et au nord de Kharkov en septembre, là, les Russes sont partis et tout d'un coup, on a les Kieviens et tout le monde a découvert qu'ils étaient partis et c'est là où les troupes kieviennes sont avancées. Donc, ça n'a pas été le cas à l'est où là il y avait une offensive, mais au nord de Kiev et au nord de Kharkov, les Russes sont partis sans le dire et après ils ont annoncé oui finalement on est parti. Là c'est l'inverse qui se passe, c'est-à-dire que publiquement l'état-major russe, donc Sourovikine qui est le chef d'état-major, annonce que l'armée russe va organiser une opération de retrait de Kherson. Et là je me suis dit mais c'est extrêmement dangereux, vous annoncez pas que vous allez vous replier parce que du coup, l'ennemi, pour essayer d'exploiter au maximum ce qui semble être sa victoire, va lancer une offensive pour vous encercler, vous détruire vos moyens de retrait, etc., etc., etc. Et ce qui m'a d'autant plus étonné, c'est la réaction des Kieviens. La réaction a été de dire les Russes sont en train de bluffer. Et les Kieviens disent ça. Quand je dis les Kieviens, c'est Zelensky il y a 15 jours, c'est le porte-parole de l'armée ukrainienne il y a une semaine, c'est hier et aujourd'hui c'était conseiller de Zelensky Podolyak, c'était le gouverneur de Kim, donc de la région de Nikolaïev, donc il a dit qu'on peut, si les Russes disent une chose, c'est qu'ils vont en faire une autre. C'est-à-dire que les Kieviens refusent de croire que les Russes abandonnent purement et simplement cette ville. Alors à ça je vois plusieurs explications. La première, c'est qu'en fait, les Russes le font exprès, même si je pense qu'ils vont quand même abandonner la ville, mais pour inciter les Kieviens à lancer l'assaut, pour continuer à faire ce qu'ils font depuis quasiment 3 mois, c'est-à-dire de détruire dans la steppe les forces, ce qui reste des forces kieviennes. Ça, c'est tout à fait possible. Et je pense aussi que finalement, les Kieviens sont bien embarrassés, parce que une fois qu'ils auront récupéré Kherson, ça fait une ville de 250 000 habitants, alors même si à mon avis il ne restera que quelques dizaines, dont il va falloir s'occuper, chauffer, approvisionner, défendre, donc ça va immobiliser des ressources, et surtout Kiev n'a absolument pas les moyens, comme je l'ai dit, de franchir le Dniepr. Et je pense qu'ils ne les auront jamais.
Donc en fait, ça va au contraire révéler la difficulté pour le régime qui vient, qui finalement, d'après encore une fois de ce qu'on voit des réactions, c'était bien fait à l'idée d'avoir une ligne de front là où elle est, de faire des tentatives régulières d'offensive en espérant qu'un jour ça passe, de récupérer un ou deux villages. Et pas du tout d'avoir à se redéployer, de mobiliser des troupes à cet endroit, alors qu'en fait il y a une crise du recrutement, hein, encore une fois, 8e vague de mobilisation, c'est même pas ce qu'ils vont trouver à mobiliser. Donc voilà. Donc j'ai pas de réponse à toutes ces interrogations. Je pense pas qu'il y ait des négociations. Je ne sais pas ce que veut faire la Russie exactement en annonçant en avance qu'elle va faire une opération de retrait, ce qui pour moi est risqué. Et 3, les responsables ukrainiens n'y croient pas. Ils ont dit nous allons observer ce qu'ils vont faire, etc. Et contrairement à ce que je croyais, je me suis dit ce matin il va y avoir une offensive au petit matin, là, à 5h ou 6h du matin. Ils vont lancer une offensive pour pousser les Russes. Non, pas du tout. Quelques petites escarmouches. Les Russes ont continué à bombarder et à détruire des troupes ukrainiennes, comme ils font depuis plus de 2 mois, depuis mi-août. Donc voilà. Voilà ces constatations que je pense que tout le monde a fait et je n'ai pas de réelle explication, mais peut-être qu'on en aura la semaine prochaine. Voilà.